Bonsoir François Baroin. Bonsoir. Vous êtes ministre de l'économie et des finances. Il y a eu cette semaine à Bruxelles un accord européen important. On va voir avec Romain Gubert, qui est le spécialiste de l'économie au point, avec vous, quelles conclusions il faut en tirer. Tout d'abord, cet accord se fait sans la Grande-Bretagne. Est-ce que c'est un échec pour l'Europe, pour tous ceux qui pensent que depuis le début, il faut absolument que tous les Européens avancent au même rythme ? Ça aurait probablement été mieux que la Grande-Bretagne accompagne ce mouvement qui est un mouvement quand même historique, sans se payer de mots, puisque c'est un sommet qui répond point par point aux problématiques des dysfonctionnements de cette zone monétaire et donc qui offre des perspectives importantes pour l'avenir. Maintenant, on constate cette décision de David Cameron, on la regrette, mais on ne peut pas s'y arrêter. Il a fait un choix probablement dicté par des préoccupations de politique intérieure. La situation économique britannique n'est pas facile. Niveau de déficit qui est équivalent à celui de la Grèce, un niveau de dette importante. Voilà, comme l'a dit le vice-premier ministre britannique, est-ce qu'ils ont pris le risque de se marginaliser? C'est l'histoire qui le dira. Ils vont quitter l'Europe? Ils n'ont pas quitté l'Europe. Il y a une Europe à 17 et à 26 maintenant qui va aller plus vite. Je dirais tant pis, en fait, pour résumer. Alors, on a le sentiment, à l'opposé, que justement, cette Union européenne, elle est conduite par un couple, le couple franco-allemand. La France donne parfois le sentiment d'être un peu à la remorque de l'Allemagne, mais elle est encore dans le jeu. Comment on peut convaincre des Espagnols, des Italiens de marcher au rythme de la France et surtout de l'Allemagne? Il n'y a pas une notion de directoire qui casse le concept d'Union européenne, qui était de travailler ensemble? Je récuse cette notion de directoire et peut-être d'abord un mot de compréhension. Pourquoi la France et l'Allemagne sont historiquement et depuis toujours le moteur de la construction européenne? Parce qu'il se trouve que la France et l'Allemagne, c'est plus de 50% de la richesse européenne. Et il se trouve qu'en période de solidarité européenne, avec cette question de la dette, qui est posée depuis maintenant plusieurs mois, ce sont les premiers créanciers. C'est quand même bien la moindre des choses que ces deux pays travaillent main dans la main, côte à côte, et non pas face à face, pour offrir des réponses satisfaisantes par les autres pays. Et il y a énormément de discussions, il y a beaucoup de diplomatie parallèle, il y a beaucoup de réunions bilatérales, mais c'est le seul moyen de fonctionner, c'est le seul moyen d'entraîner les membres de la zone euro. On oublie le Parlement européen, on oublie la Commission, on oublie les Pays-Bas, l'Italie, l'Espagne, on voit que ça grince. Il y a des gens qui ne sont pas... qui se manifestent, enfin ils vont dans le mouvement, mais ils grognent. Il faut raisonner à l'envers. S'il n'y avait pas d'accord franco-allemand préalable à la préparation d'un sommet européen comme celui de vendredi, pensez-vous qu'on aurait débouché sur quelque chose de profond, de puissant, de stable et de durable? Pour moi, et étant ministre des Finances et voyant mes collègues de la zone euro à peu près tous les 15 jours ou toutes les 3 semaines, je puis vous dire qu'on attend beaucoup de l'entente franco-allemande. Et ensuite, nous avons des discussions, je dirais, plus périphériques. François Baroin, discipline, c'est un mot qui appartient au vocabulaire allemand. Il appartient également au vocabulaire français? Et en tout cas, dans le Larousse, il est dans le dictionnaire français et il nous appartient depuis peut-être moins longtemps que l'Allemagne, mais depuis au moins 2 ans. Je pense que la notion de discipline à la française, de la maîtrise de nos finances publiques, de trajectoires rigoureuses, d'une méthode adaptée à la réalité de notre économie, ça fait partie du vocabulaire français. Comme tous les nouveaux convertis, on a fait encore plus que les autres? On fait ce qu'il faut. On a un modèle économique qui est différent de celui de l'Allemagne, qui s'appuie beaucoup sur la consommation, donc sur le pouvoir d'achat. On essaie de protéger le pouvoir d'achat, mais on doit faire des économies. Alors, est-ce qu'on a accepté des transferts de souveraineté? Par exemple, le projet de budget de chacun des États devra être transmis à la Commission pour qu'elle donne un avis. C'est un transfert de souveraineté? Aujourd'hui, la réalité de l'économie avec cette question de la dette des États pose la question de la souveraineté. On emprunte auprès des marchés près de 80%, quand je dis 11 sont les pays, près de 80% de nos besoins de financement de notre dette pour financer les politiques publiques, pour financer les hôpitaux, les écoles, etc. Lorsqu'on dépend à 80% de marchés qui se retirent parce qu'ils doutent de la zone euro, on perd notre souveraineté. Et le choix qui a été fait vendredi, c'est un choix de restauration d'une souveraineté qui est partagée. On a une monnaie unique, on a un marché unique, on a des intérêts communs et on a un bien précieux à protéger. Ça ne me choque en aucune façon qu'il y ait à la fois des mesures coordonnées de convergence économique, de convergence fiscale, parce que c'est le seul moyen de tirer un trait sur les crises à répétition qu'on vient de traverser depuis 18 mois. Et c'est pas gênant
de demander à la Commission européenne de Bruxelles son avis sur le projet de budget de la France, comme les autres d'ailleurs vont également lui demander son avis. Le Parlement européen qu'on évoquait tout à l'heure sur le thème il est silencieux ou il est absent des discussions franco-allemandes s'est prononcé au tout début de l'automne sur le Six-Pack Gouvernance, qui est un paquet justement qui visait à renforcer les dispositifs de prévention et de sanctions. C'est le chemin inévitable que l'histoire récente de ces 10 dernières années et de ces 2 dernières années après la grande crise de Lehman Brothers a amené l'Europe à emprunter, et donc c'est le chemin de la raison. Quel type de sanctions la France est-elle prête à accepter, puisqu'il est prévu qu'il y ait des sanctions automatiques? Les mêmes que celles des autres. Oui, et qui existent déjà. Mais jusqu'où est-on prêt à aller? Ce qui est prévu sur cette partie des sanctions, c'est que si nous dépassons le solde du déficit structurel, c'est-à-dire 0,5%, ou les déficits publics prévus dans le traité, c'est-à-dire plus de 3%, seront des sanctions automatiques, sont des sanctions oui, mais ça financières. Quoi, ces sanctions financières qui existent déjà, notamment avec les procédures de déficit excessif. Elles existent déjà, ces procédures. Les sanctions existent déjà. Par exemple, vous dépassez, vous êtes pénalisé de 2 milliards et vous avez 3 mois pour corriger le tir. En général, les gouvernements mettent en place les politiques publiques pour corriger le tir. Quand ça veut dire que le déficit de l'État, c'est pas simplement celui de l'État, c'est aussi celui des collectivités locales, la sécurité sociale. Ça veut dire qu'on va laisser Bruxelles s'intéresser à nos choix de protection sociale ou bien aux choix de certaines communes qui choisissent, parce qu'elles ont des difficultés, de développer certaines politiques sociales, certains départements. Vous avez raison. Quand on parle de déficit public, on globalise le déficit de l'État, le déficit de la sécurité sociale et les déficits de ce qu'on appelle les administrations publiques, les APU. Tout ça est globalisé, est ensuite transmis dans les statistiques nationales de chacun des pays auprès d'Eurostat qui fait l'évaluation, et après on juge de l'opportunité ou pas qu'il y a de mettre en place des dispositifs de déficit excessif ou autre. Sur cette base-là, il y a des rendez-vous. La France a pris des engagements et sera présente, évidemment, à ces rendez-vous qu'elle s'est fixés. Nous souhaitons retourner à l'équilibre en 2016. Donc nous allons fixer une règle d'or. Actuellement, il y a un texte qui a été voté et qui n'est pas passé au Congrès et qui fixe un plafond de dépenses et un plancher de recettes. Probablement que ce texte, à la lumière de l'accord européen, devra être modifié pour être plus détaillé, plus précis dans le calendrier et naturellement plus précis dans l'évolution des besoins. Mais jamais on ne va lire les priorités affirmées par telle ou telle politique. On va dire, pour être au rendez-vous de votre réduction de déficit, vous devez faire X milliards d'économies, 15 milliards, 20 milliards, etc. Présentez-nous la feuille de ces formulations et de ces propositions, et le gouvernement restera totalement libre de fixer ses priorités. Il devra juste trouver les moyens d'atteindre les 20 milliards, par exemple. La règle d'or. Oui, sur la règle d'or, justement, il y a un débat en ce moment avec le Parti socialiste notamment. Comment vous allez essayer de le pousser et de convaincre vos partenaires ou la classe politique française dans son ensemble de voter cette règle d'or? Nos partenaires socialistes sur cette partie, comme globalement sur pas mal d'autres sujets, sont assez peu friands de cette règle d'or. Ils ont tort, je crois que c'est une erreur politique. Mais qu'est-ce que vous voulez mettre dans la règle d'or? Ça va être une règle d'or. Par exemple, les Allemands, ils ont dit pas de dépassement du déficit structurel de 0,35%. Les Allemands, ils ont donné une date de retour à l'équilibre, 2016. Nous mettons 0% en 2016. Il faudra certainement que l'on modifie le texte initial pour fixer le calendrier, les rendez-vous, et il faudra que cette règle d'or soit en effet conforme à ce qui se passera dans les autres pays européens, certainement sur la base de ce que je viens de vous évoquer, puisque la Cour de justice aura à traiter de la question de la compatibilité de la règle d'or. C'est quoi? C'est de l'ordre de 0,50, 0,35 comme en Allemagne? 0,5 pour le déficit structurel, ce qui a été acté vendredi par les chefs d'État. On a encore quelques semaines pour travailler, mais c'est autour de cela. Oui. Vous aviez dit peut-être qu'on pourrait essayer de faire voter la règle d'or en France avec avant la présidentielle. Ça vous paraît encore possible? Je sais bien qu'en vous le disant... Vous avez envie de tester le Parti socialiste là-dessus? Oui, mais il n'y a pas de malice. Tout le monde, Rue de Solferino, pense que c'est un tour de passe-passe que le président de la République ou le gouvernement propose aux socialistes. C'est pas vrai. C'est un chemin de la responsabilité. Cette règle d'or, elle n'est pas de droite ou de gauche. Elle va être appliquée dans tous les pays européens. J'ajoute que si elle était de droite ou de gauche, pourquoi elle aurait été votée soit par la droite, soit par la gauche? En Allemagne, elle a été votée par la droite et par la gauche. Donc elle est neutre. Et je ne vois pas pourquoi le candidat socialiste et le PS disent peut-être qu'on votera la règle d'or après les présidentielles et qu'on ne profite pas de cette période de turbulence quand même l'occasion pour le faire avant les présidentielles.
essentiel. Puisque vous aurez un débat avec Elisabeth Guigou. Il y a un des points de l'accord de ce sommet qui est que l'Europe va prêter de l'argent au FMI qui va en prêter à l'Europe. Premier problème, c'est de lisibilité pour les marchés. Pourquoi ce système? Et puis il y a un autre système qui a été imaginé, qui est que les banques nationales, françaises, vont pouvoir acheter de la dette publique de façon plus large. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une façon de contourner la BCE. Les marchés ne vont pas être dupes de cette opération. Pourquoi cet accord de vendredi est important? Il est important parce que, comme je le disais tout à l'heure, il répond point par point aux questions posées par la crise à l'unité européenne et à la protection de l'euro. Ce que nous traversons est une grave crise de confiance vis-à-vis des institutions européennes, du processus de décision et de sa lenteur, de l'absence de coordination, de gouvernance, d'intégration budgétaire, fiscale, économique, de l'absence de règles, de l'absence de sanctions et du fait que nous avons besoin d'offrir une trajectoire à travers une politique coordonnée de désendettement. Tous les pays doivent se désendetter. Peu ou prou, mais ils doivent se désendetter. Si nous parlons de la Banque Centrale Européenne, la France s'aligne, vous le savez, sur ce qu'on appelle la jurisprudence de Strasbourg, c'est-à-dire le rendez-vous Merkel-Sarkozy-Monti, qui a expliqué qu'il n'y aurait plus d'expression publique de la part de ces gouvernements sur le positionnement de la Banque Centrale Européenne. Elle est indépendante, les traités lui confèrent cette indépendance, il lui appartient de décider souverainement de la politique en tant qu'institution pour garantir ce qui est sa mission, la stabilité des prix, et garantir naturellement, globalement, son rôle dans l'institution et la protection de la zone euro. Nous en restons là. Mais nous souhaitons naturellement aussi mettre en lumière et valoriser les actions récentes de la Banque Centrale Européenne. Elle a ouvert avec les autres banques centrales mondiales des lignes de crédit d'échange de liquidités, ce qui est évidemment très important parce que ça retire une bonne partie de la pression sur les banques. Elle a annoncé, qui est un point essentiel, une profondeur de chance que vous évoquiez tout à l'heure, c'est-à-dire un accès aux liquidités de façon illimitée à des taux très bas pendant 3 ans. Ça veut dire que la question qui était posée par les marchés sur l'accès aux liquidités des banques européennes et des banques françaises depuis la sortie de l'été est une question qui, avec cette initiative de la Banque Centrale Européenne, est une question derrière nous. Mais vous allez contraindre les banques françaises, par exemple, à racheter de la dette publique. Si je prends la Société Générale, dirigée par quelqu'un qui a été très proche de Nicolas Sarkozy, la BPCE, Banque Populaire Caisse d'Épargne, qui est dirigée par un ancien conseiller de Nicolas Sarkozy, ou Baudouin Pro, qui est un inspecteur des finances. Enfin, les banques françaises sont généralement dirigées par des gens qui ont une proximité avec le pouvoir, quel qu'il soit d'ailleurs. Ça veut dire qu'on va les inciter, on va inciter Henri de Castres, le patron d'AXA, à acheter de la dette publique française. On va renationaliser la dette française de cette manière-là, qui est à 80% détenue par des étrangers, comme vous l'avez indiqué. On souhaite que les banques européennes en général et les banques françaises assument pleinement leurs responsabilités. Mais ce qu'on souhaite surtout, c'est restaurer pas à pas la confiance à l'égard de la zone euro, aussi bien vis-à-vis de nos établissements bancaires nationaux européens comme vis-à-vis des investisseurs extérieurs. Il y a 3 ans, acheter des obligations d'État, c'était probablement pas une garantie de faire beaucoup d'argent, mais c'était une garantie de stabilité, de solidité. Ce point a été altéré depuis l'été dans le regard des investisseurs extérieurs. Nous allons mettre en place, et nous mettons en place depuis plusieurs semaines, et le rendez-vous de vendredi est de ce point de vue un vrai tournant, des éléments qui vont restaurer la confiance. Et cette confiance vis-à-vis des investisseurs extérieurs à la zone, les Japonais, les Chinois, mais ça veut dire Coréens, que les banques françaises, maintenant, qui disposent de davantage de possibilités d'emprunter à la BCE à des taux très bas, va pouvoir prêter à l'État français ? Non, ce n'est pas comme ça. La Banque française a aussi son indépendance, elle mène sa politique. Nous, notre responsabilité au gouvernement, c'est de s'assurer que le système bancaire est fluide. Il le sera avec la décision de la Banque centrale pour l'accès aux liquidités. Plus besoin de les renflouer, les banques françaises. C'est de s'assurer qu'elles sont solides et solvables. Plus besoin de les renflouer. Il n'y a pas besoin de guichets, d'ouverture de guichets publics pour les banques françaises. Elles ont moins besoin d'augmenter leurs fonds propres que prévu. Elles ont un rendez-vous en juin. Elles le feront soit sur les marchés, soit sur l'évolution de leurs résultats, mais elles n'auront pas besoin de l'État, et l'État n'a pas non plus l'intention de mettre du financement dans le capital des banques. Alors, on pouvait se poser la question de savoir si cet accord de Bruxelles sauvait l'euro. On a posé la question au président de la République au petit matin, après une nuit blanche de négociations. Voici ce qu'il répondait. Et j'aimerais pouvoir dire que les conférences de presse à 6 heures du matin, c'est terminé, et que les réunions qui durent 12 heures en pleine nuit, ce ne sera plus nécessaire. Mais vous savez, nous sommes au XXIe siècle, un monde complexe, où il faut que chacun d'entre nous, et moi le premier, nous fassions preuve d'humilité. On l'a connu plus enthousiaste, hein ?
Il était un peu tard ou il était un peu tôt, mais c'est aussi la lucidité. Vous savez, il est animé par une notion de devoir et de responsabilité. C'est une crise très sérieuse et inédite que nous traversons. Pour vous, l'euro est sauvé ? En tout cas, tout est mis en œuvre pour évidemment garantir sa stabilité et pour garantir son unité. En fait, nous franchissons des étapes qui auraient dû être franchies il y a 10 ans. C'est vrai que c'était assez curieux de mettre en place une zone monétaire sans se donner les moyens d'une convergence budgétaire, fiscale, économique, comme je le disais, et des sanctions derrière. On le fait, nous y sommes, et je suis convaincu que ça fonctionnera. Il y a 3 personnages qui vont jouer un rôle décisif pour la France dans les semaines qui viennent, qui s'appelle Alexander Kocherley, qui est l'analyste de Moody's, Daniel Riley, celui de Fitch, et puis Marco Mdrink. Qu'est-ce que vous avez envie pour Standard & Poor's? Je suis content que vous les sortiez de leur anonymat. Mais qu'est-ce que vous avez envie Oui, mais sauf que c'est eux qui vont décider de dégrader ou pas la France. Qu'est-ce que vous avez envie de leur dire aujourd'hui? Pitié, s'il vous plaît, ou bien croyez en nous? Comment vous allez essayer de les convaincre? Et est-ce que la France peut garder son triple A? Les messages des agences sont des messages parmi d'autres, sont des indicateurs. Quel est le métier de ces gens? Le métier, c'est de calculer la part de risque sur un investissement. À la question, est-ce que l'investissement en France est un investissement stable, protégé et durable? La réponse est oui. Nous sommes la 5e économie mondiale. Nous sommes la 5e économie mondiale. Nous avons des fondamentaux qui sont solides. Nous avons une économie qui est diversifiée. Nous avons un système bancaire qui est très résilient. Nous avons un niveau d'épargne qui est parmi les plus élevés d'Europe. Et donc, nous avons aussi des moyens de répondre durablement au rendez-vous que nous nous fixons. Nous devons nous désendetter. Nous le faisons, nous devons nous adapter aux circonstances, nous l'avons fait depuis 2 ans, donc c'est un gage de sérieux, et ce n'est pas la question française aujourd'hui qui est posée par les agences, c'est la question européenne. Vous l'avez vu la semaine dernière, même l'Allemagne a été en quelque sorte mis dans le même bain alors que l'Allemagne est le bon élève. Donc si nous stabilisons la zone euro, il n'y aura pas d'interrogation durable. Si naturellement, ce qui est une hypothèse sur laquelle nous ne travaillons pas, les incertitudes demeurent, il faudra un peu plus de temps pour continuer de rassurer. Sauf que ça a un coût si la France perd son triple A. J'ai retrouvé le calendrier des chèques que vous devez faire, vous, aux créanciers. 7 milliards lundi, 7 milliards le 19 décembre. 3 milliards le 26, c'est un peu moins. Le 9 janvier, vous allez faire un chèque de 27 milliards pour honorer des bouts de dette qu'on a pris il y a 5 ans, qu'on a pris il y a 10 ans. Ce n'est pas le service de la dette, c'est le principal. Comment vous faites si on n'a plus le triple A? Parce que ces milliards-là, il faut les trouver, puisque les interrogations sur la zone euro sont dans les marchés depuis plusieurs semaines et plusieurs mois. Donc cette évolution, nous l'avons déjà lue dans l'évolution des spreads, l'écart des taux qui existent entre les uns et entre les autres. C'est le paradoxe de cette crise. L'euro est en place depuis une dizaine d'années. On n'a jamais eu des taux aussi faibles et aussi bas. La France emprunte à des taux historiquement bas et nous avons été prévoyants puisque pour le budget 2012, nous avons prévu sur les obligations à 10 ans une évaluation de taux en moyenne à 3,7. Nous sommes très en deçà, donc nous avons de la marge pour amortir un ralentissement économique et nous avons de la marge pour des éventuelles mauvaises surprises en matière de taux. Donc le triple A, c'est plus important finalement? Non, tout est important, on ne néglige aucun message, mais ça n'est pas l'alpha. Parce qu'on nous a dit c'est une catastrophe si jamais on perd le triple A. Non. La catastrophe, c'est si nous ne réduisons pas notre dette et nos déficits. C'est oui, ça. Oui. C'est ça. Triple A, c'est plus fondamental. C'est pas la grenouille du matin qui donne la météo pour le gouvernement. Non. Ça ne l'a d'ailleurs jamais été. Ce qu'il a été pour nous, c'est de réduire nos déficits. Pourquoi on fait la réforme des retraites? On nous a dit c'est essentiel de ne pas perdre le triple A parce que sinon ça va coûter trop cher. Quand l'Italie a perdu son triple A, c'est ton intérêt à doubler. Je ne dis pas que ça n'est pas important. C'est l'ensemble de la zone euro qui est aujourd'hui questionnée par ces agences. L'Allemagne, les Pays-Bas, la Finlande, le Luxembourg, la France, qui sont les pays de triple A, sont interrogés. Vous me permettrez de dire d'ailleurs, puisqu'on parlait des Britanniques, qu'ils ont leur triple A, ils ont un niveau de déficit qui est supérieur, comme je le disais tout à l'heure, à celui de la Grèce, un niveau de dette qui est à peu près équivalent à celui de la France ou de l'Allemagne, et des perspectives de croissance qui sont des perspectives récessives. Pourtant, ils ont le triple A. Pourquoi ils ont le triple A et qui ne sont pas questionnés par les agences? Parce qu'ils sont en dehors de la zone euro. Donc c'est à nous, à l'intérieur de la zone euro, France, Allemagne et tous les autres, de créer les conditions de la stabilité. Il nous reste 2 minutes pour cette séquence, peut-être les économies. Oui, quelle économie puisqu'on a vu que les prévisions de croissance de la France officielles sont de 1%, l'OCDE voit déjà une récession. Comment vous pouvez tenir les engagements que vous avez pris sans faire un nouveau plan d'austérité et sans faire des économies? Est-ce que vous seriez prêt, je ne sais pas, à décider la fiscalisation des allocations familiales? Non.
la taxation des œuvres d'art, qui est un tabou. Ça a été évoqué pendant la réforme fiscale, ça a été écarté pour stabilité de marché, mais vous pouvez me faire toute la liste du panier à commission dans la perspective de Noël. Nous ne travaillons pas sur un troisième plan de rigueur. Pourquoi nous ne travaillons pas? Parce que nous avons là aussi été prévoyants et prudents, compte tenu de l'instabilité des marchés, et puis des turbulences et du ralentissement économique. Nous en avons tenu compte. On était à 1,75 au départ, on a corrigé à 1%, et nous avons de la marge pour amortir de l'ordre de 6 milliards. Et nous avons la marge, comme je l'évoquais, pour la problématique de la question de la charge de la dette. Il y a M. Borloo, qui est encore dans la majorité, finalement, qui a sorti un plan de 24 milliards d'économies, et notamment l'instauration de cette fameuse taxe sur les transactions financières. Il dit, pourquoi la France et l'Allemagne ne se lanceraient-elles pas seules, si vraiment les autres ne veulent pas? Alors, ce n'est pas une idée de Jean-Luc Borloo qui est dans la majorité, qui est un homme qui a plein d'idées et qui sera évidemment précieux dans le combat présidentiel pour Nicolas Sarkozy. C'est une idée à l'origine, il faut dire les choses, de Jacques Chirac avec la taxe sur les billets d'avion et qui a été reprise sous une autre forme et plus large par Nicolas Sarkozy. Et alors pourquoi la France et l'Allemagne ne le font-elles pas? Nous avons obtenu des avancées au G20. Nous souhaitons le faire à l'intérieur des 27, même motif, même punition, j'ose dire, puisque 26, les Britanniques, clairement, on diront non, puisqu'ils ont voulu protéger, en quelque sorte, les œufs qu'ils ont placés tous ensemble dans la corbeille de la City de Londres et donc dans le panier de l'industrie financière des Britanniques. La France et l'Allemagne a toujours dit qu'elle avancera rapidement sur cette problématique. Mais rapidement quand? Parce que ça fait des années, moi j'entends parler de ça. On a déjà une forme de taxe sur les bilans bancaires. Et évidemment, il faudrait que ce soit déjà à l'intérieur l'année prochaine, ça sera instauré des 17 euros. Franchement, le plus vite possible, le calendrier le mieux. Mais on attend les autres ou on le fait seul si vraiment les autres ne veulent pas? On en parle, mais pour créer les conditions d'un consensus, il faut un peu de temps. Et c'est pas cette idée-là qui va remplir. Ma question, c'est pas la question du consensus, c'est est-ce qu'on est prêt à avancer seul si les autres ne veulent pas? Ça dépend du taux. Nous, on souhaite une assiette large et un taux relativement bas. Assiette large, c'est-à-dire que ça tape toutes les transactions, tous les mouvements. C'est quand même assez curieux que les transactions financières soient la seule activité qui ne soit pas taxée. Quand vous achetez un logement, vous payez des droits de mutation. Quand vous achetez un kilo de tomates, alors est-ce qu'on le fait seul ou est-ce qu'on attend tout le monde? On le fait avec l'Allemagne, on avance le plus vite possible. Nous n'y sommes pas encore, mais de toute façon, elle se mettra en place. Dernière question aujourd'hui. Je lisais dans le journal du dimanche que M. Raymond Soubi, qui a été le conseiller social de Nicolas Sarkozy jusqu'à il y a quelques mois, propose un pacte éthique. Il dit qu'il faut que les dirigeants d'entreprise et les responsables politiques diminuent leurs revenus pour créer ce pacte éthique de solidarité avec la société française qui en a besoin. C'est très important, quelle que soit la responsabilité qu'on exerce dans le secteur qu'on exerce, que chacun montre en effet le chemin. Moi, je suis assez favorable. Et d'une certaine manière, il faut prendre l'appui sur ce qu'a fait Maurice Lévy, qui est président de l'APEC, l'association des grandes entreprises, et qui a renoncé à son salaire sur la part fixe de sa rémunération. En tant que ministre, vous êtes prêt à renoncer à quoi? Alors nous, c'est un peu différent puisque nous sommes la fonction publique. Il n'y a pas de projet de baisse de salaire des fonctionnaires en France. On n'est pas comme en Espagne, on n'est pas comme en Italie. Et donc ce serait évidemment un mauvais signal. Et on ne travaille pas là-dessus. Bien, nous allons marquer une pause et ensuite on arrive à la rubrique reportage.